Il faut pour commencer rendre à César ce qui est à César. C'est Edward Hincks qui, le premier, reconnut que le cunéiforme assyrien n'avait pas été inventé au départ pour noter une langue sémitique, ce qu'a souligné Kevin Cathcart lors d'une réunion de l'Association britannique pour l'avancement de la science à Édimbourg en 1850. Hincks a pu annoncer que, bien que la langue des Assyriens soit sémitique, leur mode d'écriture ne l'est pas. Il a réaffirmé cette position en 1852, citation, « Les caractères étaient à l'origine destinés à représenter une langue non sémitique ». Et en 1856, rappelant sa déclaration à Édimbourg en 1850, il a déclaré « Aucun peuple sémitique n'aurait pu inventer un système d'écriture aussi peu respectueux de sa langue ». Kevin Cathcart vient de publier dans le dernier numéro de Naboo, sorti il y a quelques jours, une nouvelle note consacrée à ce sujet. La clairvoyance de Hincks était remarquable. En effet, les débats autour de l'existence ou non d'une langue sémitique antérieure à l'assyrien agitèrent le monde des spécialistes pendant un demi-siècle, de 1850 à 1905. Ils sont très intéressants car ils appartiennent à un questionnement plus général qui préoccupait les intellectuels de ce temps, le rapport entre la langue et ce qu'on appelait alors la race. Je citerai dès maintenant les deux études fort intéressantes que Jerry Cooper a publiées à ce sujet, d'abord dans les mélanges offerts à Miguel Civil en 1991 et 2 ans plus tard, de manière moins technique, dans la Revue de l'histoire des religions. Nous verrons dans un premier temps comment des polémiques très graves opposèrent les assyriologues avant que les fouilles sur le terrain ne finissent par trancher avec la découverte de Tello et des Sumériens à partir de 1877. Très vite, certains assyriologues comprirent que le cunéiforme avait été inventé pour une langue plus ancienne que l'assyrien. La question était de savoir à quelle famille appartenait cette langue et comment il fallait la nommer. Les débats furent très vifs entre savants. Dans la mise en évidence d'une langue plus ancienne que l'assyrien, les syllabaires de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive jouèrent un rôle essentiel. Le signe cunéiforme y occupait la colonne centrale, à gauche figurait sa prononciation et à droite son sens en assyrien. Dans l'exemple affiché, sur la première ligne, le signe An est lu An et traduit Chamou, qui signifie ciel. La ligne 2 montre une autre lecture du même signe, Dingir, à traduire Ilou, Dieu. Donc le même signe était à lire An quand il signifiait ciel et Dingir quand il signifiait Dieu. D'où la question que se posèrent les premiers déchiffreurs, n'a-t-il pas existé une langue dans laquelle ciel se disait An et Dieu Dingir? La logique voulait que ce soit pour cette langue que l'écriture cunéiforme ait été inventée. L'assyrien n'aurait fait que l'emprunter et l'adapter à sa propre structure. Cela permettrait d'expliquer le mélange qu'on trouve dans les textes assyriens entre les notations logographiques et phonétiques. On pouvait y écrire ciel avec le signe An ou avec la séquence syllabique Cha, Mou, Ou. La question du nom à donner à cette langue originelle est double. Il s'agissait de la situer au sein des familles de langues connues, mais aussi de savoir comment ses locuteurs eux-mêmes la désignaient. Il vaut mieux oublier la première proposition de Hincks en 1857 que le sumérien était une langue sœur de la langue indo-européenne primitive. En 1861, il avait déjà corrigé ce point de vue. Dans une lettre à Talbot, il reprochait à celui-ci de comparer les inscriptions chaldéennes, entendez sumériennes, à l'égyptien, et il ajoutait « c'est une langue agglutinante ou touranienne ». Alors ici, une précision. À partir d'une étude de l'iranologue Max Müller de 1854, on a désigné comme touraniennes les langues dites de nos jours ouraliennes et encore au-delà. On parlait également de langue scythique. L'idée était que cette langue pré-babylonienne appartenait à la même famille que le finnois, le hongrois et même le turc. La contribution de Sayce en 1870 fut très importante pour sa mise en évidence d'un certain nombre de traits fondamentaux de la grammaire sumérienne.
On s'est vite rendu compte que le sumérien n'avait rien à voir, d'un point de vue linguistique, avec l'akkadien. Alors que les langues sémitiques sont des langues flexionnelles, le sumérien était une langue agglutinante, les éléments s'y ajoutaient les uns aux autres. Le normand analysait ainsi un passage d'un recueil de formules juridiques qui avait comme sens, pour son prix complet, sam bi la ku, prix plus complet, plus de lui, plus pour. Notre lecture actuelle est un petit peu différente. Nous lisons Sham Tilabi chez 3, mais la traduction de Lenormand et sa décomposition en éléments était juste. Quel nom fallait-il donner à cette langue? Hinks a beaucoup hésité. Il l'a d'abord appelé akkadien, puis chaldéen ou vieux chaldéen. Il a aussi utilisé le terme proto-babylonien. Hopper hésita lui aussi sur le nom à donner à cette langue. Il rappela en 1875 sa première dénomination en ces termes. Je proposais alors, faute de mieux, d'appeler l'idiome kasdo-sittique ou kasdéen du mot hébreu kasdim, la Chaldée. Il trancha en 1869 pour sumérien alors que la majorité des savants avaient opté pour akkadien. Son raisonnement était simple, comme le montre le compte-rendu de son cours au Collège de France fait à la Société asiatique en novembre 1872. Dans son cours au Collège de France, M. Hopper a établi en outre que le véritable nom à donner à cet idiome antique était celui de sumérien, et non pas d'akkadien que les Anglais avaient cru pouvoir choisir, on ne sait pas par quelle raison ni sur quelle autorité. Dans les textes cunéiformes, les rois, même de la dernière époque, s'appelaient rois des Sumères et des Akkades. De ces deux appellations, les Akkades représentent le peuple sémitique et les Sumères la nationalité touranienne. Cependant, l'argumentation d'Hopper ne convainquit pas tout le monde, y compris ses élèves. Pendant longtemps, le sumérien fut en effet désigné comme akkadien. Parmi les auteurs qui ont fait ce choix, on peut citer François Lenormand. Né en 1837, il fut poussé par son père, archéologue, qui voulait en faire également un archéologue modèle, mais ses débuts furent controversés entre la fabrication de faux et une accusation de plagiat. Cela ne concerne toutefois que l'archéologie nationale et l'épigraphie grecque. Je vous renvoie pour cela à la notice de Sabine Jaubert sur le site de l'INHA. Comme beaucoup de savants de son époque, Lenormand avait des intérêts très larges. Il était aussi numismate, il a entrepris des fouilles en Italie du Sud entre 1879 et 1883. Il avait été nommé professeur d'archéologie à la Bibliothèque impériale en 1874, et c'est à partir de 1867 que la syriologie a occupé une part importante de ses recherches. Il a été d'une incroyable fécondité, publiant pas moins de 8 livres entre 1873 et 1875, dont les 6 titres suivants: Le déluge et l'épopée babylonienne, Les premières civilisations, La magie chez les Chaldéens et les origines akkadiennes, donc sumériennes, La divination et les sciences des présages chez les Chaldéens, choix de textes cunéiformes inédits ou incomplètement publiés. Le livre qui nous intéresse est la seconde série de ces lettres assyriologiques, dont le tome 1, intitulé Études akkadiennes, portant donc sur le sumérien, est paru en 1873. On peut le consulter sur Gallica, comme tant d'autres ouvrages de cette époque. La première partie est de manière significative dédiée à M. Jules Hopper, mon ami et mon maître dans ses études. Ce volume ne fut pas composé, mais écrit à la main, une tradition qui a perduré en assyriologie jusqu'au manuel de René Labatte. Hopper s'opposa à la dénomination de Lenormand par un article du Journal asiatique dans lequel il persistait à considérer sumérien comme étant la façon dont la langue non sémitique de la Mésopotamie était appelée dans l'Antiquité. Et il vécut assez longtemps pour voir la confirmation de sa conclusion dans un texte publié en 1889. Quoi qu'il en soit du nom à donner à cette langue, les travaux d'Hopper, Lenormand et d'autres se heurtèrent à partir de 1875 à une objection plus radicale d'un personnage haut en couleur, Joseph Halévy.
Dans le dictionnaire prosopographique de l'EPHE, on cherchera en vain une notice consacrée à Joseph Halévy, et c'est bien dommage, car il s'agit d'une des figures les plus intéressantes de la section des sciences religieuses. Ses successeurs ne devraient pas avoir honte de cet homme qui fut un grand savant, même si la suite de la recherche a montré qu'un de ses principaux combats scientifiques était erroné. Joseph Halévy est né en 1827 à Andrinople, l'actuel Edirné. J'indique ce fait car il existe des informations contradictoires à ce sujet. La consultation de la base Léonore du ministère de la Culture le montre clairement. Elle permet aussi de corriger la notice de l'Encyclopædia Judaica ou celle de la BNF qui situe sa naissance le 15 décembre au lieu du 15 septembre. Largement autodidacte, Halévy enseigna à Bucarest où il prit part au mouvement de renaissance de la langue hébraïque, publiant des poésies dans le style biblique. Il arriva en France en 1866, à 39 ans, mais il ne fut naturalisé qu'en 1876. Il faut ici aussi corriger la notice de la BNF sur ce point. Les principaux apports scientifiques de Halévy furent doubles. D'abord, le fait d'avoir, en 1867-68, effectué en Éthiopie une mission pour le compte de l'Alliance israélite universelle, lors de laquelle il établit des contacts avec la communauté des Juifs Falachas. Il en revint avec d'importants manuscrits et beaucoup d'informations sur cette communauté. En 1969-70, il parcourut le Yémen à la recherche d'inscriptions sabéennes pour le compte du Corpus Inscriptionum Semiticarum que Renan, comme nous l'avons vu la semaine dernière, venait de lancer à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. À cette époque, aucun occidental n'avait le droit de pénétrer dans le pays. Halévy dut donc circuler déguisé. Son guide était un juif yéménite originaire de Sanaa qui écrivit un récit de cette expédition en hébreu en 1893, qui n'a été publié qu'en 1939. Il a été traduit en français en 1995 et c'est une lecture très intéressante. Halévy a rapporté de son voyage le relevé de 686 inscriptions sud-arabiques et reçu pour cela des félicitations de Renan, qui déclara à l'Académie, d'une façon qui serait aujourd'hui jugée choquante, je cite, « En examinant les résultats du travail si considérable et si minutieux à la fois que nous avons eu sous les yeux, en tenant compte des énormes difficultés qu'a dû surmonter le voyageur pour mener à fin son entreprise, nous nous sommes dit plus d'une fois qu'un Israélite oriental, réunissant toutes les qualités propres à sa race, la persévérance, la sobriété et d'autres encore, indépendamment de l'étendue et de la solidité de son instruction, y pouvait seul réussir. » Sic. Les circonstances n'avaient pas permis d'estampage ou de photos, et ce sont donc ces copies que Halévy publia en 1872-73, au déchiffrement desquelles il a par la suite largement contribué. Ce voyage valut aussi à Halévy la médaille d'or de la Société de géographie en 1873. Et je voudrais ici vous montrer une curiosité qui est également éclairante sur l'époque. La publication par Joseph et Hartwig d'Erembourg du seul objet inscrit ramené par Halévy de son périple qui se trouve au musée du Louvre. D'une manière aujourd'hui inattendue, cet article, paru en 1885, se trouve dans la deuxième livraison de la revue d'assyriologie. Cela montre à quel point les études sémitiques ne connaissaient pas encore la coupure qui a plus tard séparé les spécialistes des langues de l'Ouest, du Sud et de l'Est. J'ajoute que Halévy devint professeur d'éthiopien et de sabéen à l'École pratique des hautes études de 1879 à sa mort en 1917, à l'âge de 89 ans. Rappelons qu'il n'y avait pas à l'époque d'âge de la retraite. C'est donc cet esprit très curieux qui s'est intéressé à partir de 1874 à l'origine de l'écriture cunéiforme. On peut résumer la théorie de Halévy par cette citation tirée de son ultime ouvrage « Le sumérien n'a jamais exprimé une langue réelle parlée par un peuple quelconque ». Il était donc en complète opposition avec le consensus des assyriologues de l'époque. L'aventure assyriologique de Halévy commença par une critique du livre de Lenormand, Études acadiennes, qui parut, comme nous l'avons vu, en 1873. Joseph Halévy publia ses objections sous forme d'un article de 76 pages dans le journal asiatique intitulé « Observations critiques sur les prétendus touraniens de la Babylonie ». Il posait clairement trois questions. La langue akkadienne, donc le sumérien, en supposant qu'elle existe, appartient-elle à la famille des idiomes touraniens ?
Deuxièmement, peut-on admettre l'existence d'un peuple touranien sur le sol de la Babylonie? Troisièmement, les textes nommés akkadiens, donc sumériens, constituent-ils une langue différente de l'assyrien ou simplement un système idéographique inventé par les Assyriens eux-mêmes à côté de l'écriture phonétique? La réponse à ces trois questions était négative. Pour Halévy, l'écriture cunéiforme, je cite, ne convient qu'à un idiome sémitique et, je cite à nouveau, les syllabes produites par les signes cunéiformes correspondent aux mots assyriens. Par ailleurs, je cite encore, la composition et l'agencement des signes cunéiformes dans des documents nommés akkadiens, donc sumériens, révèlent tous les caractères d'un système artificiel. Et Halévy de montrer que les signes ont reçu leur valeur soi-disant sumérienne par acrographie. A vient de Aplou, héritier, Ra de Haratsu, frappé, Dan de Danu, fort, etc. Pendant plusieurs décennies, Halévy accumula des remarques de cet ordre, ainsi que des étymologies par le sémitique, dont la plupart sont considérées de nos jours comme tout à fait fantaisistes. Il concluait que les textes prétendus sumériens étaient en réalité tous des textes assyriens, donc sémitiques, notés de façon purement idéographique. Pour Halévy, la notation primitive était purement idéographique et peu à peu se développa une notation phonétique qui aboutit à la notation des textes assyriens purement syllabiques. Mais comme les anciens pensaient que l'écriture était d'origine divine, le système idéographique des origines aurait été maintenu par les prêtres, séparément du langage parlé, et continué à être prononcé, d'où l'existence dans cette langue, à ses yeux artificielle, de phénomènes qui ressemblent au langage naturel, comme l'harmonie vocalique. On voit que le raisonnement était loin d'être idiot. Certains ont présenté Halévy en le ridiculisant, ce fut en réalité un très grand savant et qui maîtrisait parfaitement l'akkadien, et on comprend, comme on le verra, que certains très bons assyriologues se soient laissés convaincre. Bien entendu, on pourrait de manière simpliste considérer qu'en tant que juif, Halévy ne supportait pas de voir remis en cause l'apport des Sémites à l'histoire mondiale. Jerry Cooper a très justement replacé le débat dans le cadre de l'époque, en commençant par citer la leçon inaugurale que Renan prononça au Collège de France en 1862. En politique, comme en poésie, en religion, en philosophie, le devoir des peuples indo-européens est de rechercher la nuance, la conciliation des choses opposées, la complexité si profondément inconnue au peuple sémitique, dont l'organisation a toujours été d'une désolante et fatale simplicité. C'est cela aujourd'hui qui ferait scandale, et non la fameuse phrase sur « Jésus, cet homme admirable » qui valut à Renan sa révocation. Le commentaire de Cooper sur l'apologie des Ariens ou d'autrement des Sémites est très intéressant à lire. On doit rappeler que Renan récupéra sa chaire en 1870 et que ce fut lui qui chargea Halévy de sa mission épigraphique au Yémen. Halévy menait consciemment une croisade pour qu'on rende aux Sémites ce qui, à ses yeux, leur revenait, à savoir la paternité de la civilisation mésopotamienne. Il fit ainsi allusion à cette catégorie de savants qui ont de la peine à accorder aux Sémites certaines aptitudes qui se révèlent avec éclat dans la civilisation de la Mésopotamie. De telles hésitations ne disparaîtront entièrement que le jour où l'origine sémitique de l'écriture cunéiforme sera devenue une certitude. La réponse de Lenormand à Halévy ne se fit pas attendre. Il publia un nouveau livre, La langue primitive de Chaldée et les idiomes touraniens, en 1875, auquel Halévy répondit aussitôt par un autre livre, La prétendue langue d'Akkad est-elle touranienne ? Halévy, dans ses écrits, citait de manière générale les assyriologues, sans nommer les savants avec qui il était en désaccord, ni citer leurs travaux de manière précise, et il s'en est expliqué dans son premier article, paru, comme nous l'avons vu, dans le journal asiatique en 1874. Nous nous sommes imposé le devoir de ne pas citer nominativement les savants dont nous combattons les opinions, mais pour l'érudition desquels nous professons la plus sincère admiration. Nos citations sont empruntées aux meilleurs ouvrages d'assyriologie publiés en France et à l'étranger, ouvrages qui sont bien connus de ceux qui s'occupent de cette branche de l'épigraphie orientale. Le lecteur pourra donc vérifier sans peine l'exactitude de nos données et restituer à chacun des assyriologues l'opinion qui lui est propre et que, dans le but d'observer la plus stricte impersonnalité, nous sommes obligés d'attribuer à la généralité des savants. Ce n'était pas une très bonne idée,
Et on verra d'ailleurs que par la suite, Halévy ne s'en tint pas à cette façon de faire, loin de là. Dans l'immédiat, Oppert se sentit visé et il intervint dans le débat en écrivant « Nous sommes d'accord avec M. Halévy, nous ne croyons pas que les Sémites aient dans l'histoire du monde une place moins privilégiée que celle qui devra revenir aux Aryas dans les origines de la civilisation, mais c'est justement à cause de la grande influence qu'ont exercé les Sémites dans d'autres branches du développement de l'intelligence que nous n'hésitons pas à ne pas leur accorder ce qui ne leur revient pas. » Et dans la suite, Oppert montre que c'est l'écriture alphabétique qui revient aux Sémites, mais pas l'écriture cunéiforme. Et Oppert pouvait d'autant plus prendre le parti des Sumériens contre les Sémites qu'on pouvait difficilement le traiter lui-même d'antisémite. Halévy voulait à ce point tirer les Mésopotamiens du côté du monde sémitique qu'il se mit à transcrire les textes cunéiformes en hébreu carré. Certes, Oppert l'avait fait à ses débuts, mais il était évident que ce système n'était pas viable. Halévy transcrivit, par exemple, de cette manière, une incantation complète de la série Utukun Lemnutu. C'était à ses yeux la meilleure façon de montrer le caractère sémitique de cette littérature. Néanmoins, Halévy ne supporta pas la contradiction et son conflit avec Oppert dura pas moins de 30 ans. Il paraît que les polémiques furent si vives qu'il arriva aux protagonistes, à court d'arguments, de régler leur querelle à coups de parapluie dans les couloirs de l'Institut. Gerald Cooper mentionne le fait dans son article, mais en indiquant qu'il ne peut citer de source. Je tiens personnellement cette anecdote de Jean-Marie Durand, qui lui-même la tenait de son maître Jean Nougarol. Je suppose que celui-ci la tenait de Charles Fosset, puisque Nougarol en fut l'assistant à ses débuts, et Fosset put fort bien en avoir été témoin dans sa jeunesse. Donc, la tradition orale me paraît assez solide. Halévy se plaignit des attaques dont il fut l'objet et du retard que mettaient certains de ses articles à paraître, notamment dans le journal asiatique, ce qu'il attribuait à l'influence occulte de certains, et c'est clairement Oppert qui était ici visé. Il décida donc de fonder en 1893 son propre journal, la Revue sémitique d'épigraphie et d'histoire ancienne. Et là, il faut corriger une petite erreur de Jerry Cooper. Le lancement de cette revue n'eut pas lieu un an avant la fondation de la revue d'assyriologie par Oppert, car celle-ci remonte, comme nous le verrons, à 1884. Il s'agissait pour Halévy de disposer de son propre organe. Il en fut le principal auteur, écrivant en général les 3/4 au moins de chaque livraison trimestrielle. Après 22 années, la revue cessa en 1914, 3 ans avant le décès de Halévy. Il avait alors 86 ans et malheureusement cette revue n'est pas complètement numérisée à l'heure actuelle. Le caractère militant de la revue sémitique s'observe en lisant le paragraphe par lequel s'achève un article de Samuel Karpe publié dans le volume 2. Je cite « Entrant aujourd'hui par la voie du journal dans l'assyriologie militante, je dois faire une déclaration nette. Quand j'ai commencé les études assyriologiques, j'ai recherché une orientation. Je me suis trouvé en présence de 2 écoles rivales, l'école sumérienne et l'école anti-sumérienne. Je n'ai pas eu de peine à m'apercevoir que la première, après un passé glorieux, s'obstine dans une erreur qui stérilise ses efforts présents, et je n'ai rencontré dans son œuvre actuelle que confusion, absence de méthode, polémique personnelle et surtout obscurum per obscurius. J'ai rencontré dans la seconde de l'ordre, une méthode, un large esprit scientifique et beaucoup de lumière. Sans doute, bien des problèmes demeurent encore sans solution, mais le point essentiel pour une science n'est pas de toujours avancer à pas de géant, mais de ne pas s'exposer à reculer par une affirmation trop dogmatique. L'école sumérienne a déjà cédé sur beaucoup de points, elle recule. L'école anti-sumérienne conquiert tous les jours de nouveaux disciples et des succès scientifiques nouveaux. Mon choix n'a pas été difficile. La déclaration est intéressante sur l'état d'esprit qui régnait en 1894. Je précise que Samuel Karpe, élève de Renan et d'Armesteter, n'a pas persévéré en assyriologie. Il est essentiellement connu par sa thèse de doctorat, étude sur les origines et la nature du Zohar, précédée d'une étude sur l'histoire de la Kabbale qui est parue à Paris en 1901. L'ardeur de Halévy à défendre ses idées se constate en lisant ses écrits, ce que peu de monde fait encore. On ne peut s'empêcher de sourire parfois, même en sachant que la suite lui a donné tort. Et je me limiterai à 2 exemples. Le premier est paru en 1897, alors que Delitzsch, qui avait suivi Halévy au début, changea de camp avec la publication de son livre sur l'origine des signes cunéiformes. Il y montrait comment la forme de certains signes, comme Ad, Tsi,
Ga et Si prouvaient une origine sumérienne de l'écriture. Halévy se moqua de Delitzsch en ces termes. Détourné momentanément par ma faute, il s'était converti à l'antisumérisme. Aujourd'hui, il est reconverti et réconcilié avec le drapeau sumérien. Sur son second chemin de Damas, le savant assyriologue fut subitement pris d'un éblouissement plein de terreur. 4 signes cabalistiques se posèrent menaçants devant ses yeux obscurcis, et une voix cria « Je suis Ad-Si-Ga-Si, le génie des Sumériens que tu renies !» Et aussitôt ses lettres brillèrent de l'éclat le plus pur. Il les vit, fit retour, et tous ses doutes disparurent comme la nuée matinale. Je ne suis pas sûr que Delitzsch ait apprécié cette parodie de la conversion de saint Paul. Second exemple plus tardif, l'étude de Halévy intitulée « Les prétendus mots sumériens empruntés en assyrien », un livret de 80 pages paru en 1905. Halévy voulait y réfuter la thèse de Pontus Leander, un élève de Zimmern, sur les mots assyriens empruntés aux sumériens. Un passage traite de la division du sumérien en 2 dialectes, l'émékou et émessal, qui avait été récemment proposé, qui existe toujours dans les grammaires d'aujourd'hui. On parle d'éméguir et d'émessal. Cette découverte était le fait de Paul Haupt dans son esquisse d'une grammaire akkadienne, donc sumérienne, parue en 1882. Dans son opuscule, Halévy indique que Leander, je cite, croit avoir dégagé un nouveau dialecte du chaos graphique des scribes babyloniens et qu'il appelle néo-émékou. Et là, son ironie se déchire. « Je vous admire, ô scribe divin, sublime piqueur de syllabes préhistoriques, je vous rends hommage le front dans la poussière. J'imaginais que vous aviez déjà une besogne surhumaine à accomplir en notant des milliers de mots étrangers et à les entourer d'un demi-million de gloses, et la note 1 renvoie à Hopper, cette estimation appartient à M. Jules Hopper, fin de la note, afin d'en fixer la lecture sans le moindre secours de documents écrits. Je savais de plus que par un effort surhumain, vous aviez réussi à nous conserver les 2 dialectes de cette langue primordiale par une noble gratitude envers ceux, hélas, trop tôt disparus, qui vous initièrent à la vie civilisée. Mais votre amour de la philologie a laissé en arrière ma pauvre imagination d'homme moderne. Sagace et infatigable dans votre vocation, vous nous avez donné tous les renseignements nécessaires sur un 3e dialecte du divin émékou que les dieux seuls étaient dignes de connaître. Révélateur de mystères insondables, votre serviteur vous acclame. Halévy avait alors 78 ans, mais vous voyez qu'il n'avait rien perdu de sa verve. Le paradoxe, c'est qu'en dépit de leur polémique de 1859 que nous avons étudiée la semaine passée, Renan et Hopper devinrent ce qu'on pourrait appeler des alliés objectifs dans la controverse qui eut lieu à propos du sumérien. Dans le tome 1er de son Histoire du peuple d'Israël, paru en 1887, sans faire directement allusion à la querelle, Renan indiquait « Il paraît cependant que la première impression des assyriologues fut la vraie. L'hiéroglyphisme assyrien, origine de ce qu'on appelle l'écriture cunéiforme, a été créé pour une langue qui n'était ni sémitique ni aryenne. » Et il renvoie en note à la fois au tome 2 de l'expédition scientifique en Mésopotamie d'Hopper de 1858 et à son propre article du Journal des savants de 1859. Renan ne pouvait constater sans plaisir l'importance de l'arrière-plan non sémitique de la civilisation mésopotamienne. Il en conçut manifestement le sentiment d'avoir eu raison. Les vrais sémites, c'étaient ceux de l'ouest et du sud. Leurs voisins assyriens et babyloniens étaient gravement abattardis par l'héritage sumérien. C'est le terrain qui a tranché ces âpres débats et les découvertes finirent par pencher en faveur de la thèse d'Hopper. Il nous faut maintenant nous transporter dans le sud de l'Irak actuel, la région qu'on appelait Chaldée à la fin du XIXe siècle. Sur le site de Tello, à une 60aine de kilomètres au nord de l'actuelle ville de Nasriye, qui fut fondée en 1872 par le chef de la tribu des Muntefik, qui contrôlait la région, Nassir Pacha, qui lui donna son nom. Comme on l'a vu lors du cours du 4 janvier, la France avait abandonné toute recherche de terrain en 1855, après le désastre de Gourna. Elles reprirent en 1877, quand Ernest de Sarzec entama la fouille de Tello avec le succès que l'on sait.
Une synthèse sur les fouilles de Tello a été écrite par André Parrot en 1948 et une bonne biographie de Sarzec publiée par Maurice Pillet en 1958. Ernest Choquin ajouta de Sarzec à son nom après avoir acheté le château de Sarzec près de Poitiers en 1880. Né en 1832, ingénieur de formation, il travailla d'abord en Égypte. Il obtint son premier poste de diplomate en Érythrée en 1872 et finalement fut nommé vice-consul de France à Bassora, où il s'installa en janvier 1877. Parrot suppose qu'il prit exemple sur Taylor, le vice-consul britannique de 1854, meublant les loisirs d'une charge peu prenante par l'archéologie. Et selon le récit de Sarzec lui-même, visitant le site de Tello à cheval, il vit un fragment de statue qu'il qualifia de colossal et, en cherchant le reste de cet objet, commença de facto ses fouilles. Parrot indique que des fouilles non autorisées avaient déjà eu lieu, comme le prouve la présence d'achats au British Museum, à Boston et au Louvre dès 1873 d'objets provenant sûrement de Tello. Sarzec mena 2 campagnes, tout d'abord, du 5 mars au 11 juin 1877, puis du 18 février au 9 juin 1878, et il ramena alors ses découvertes à Paris, les montrant à Léon Euzet, alors conservateur adjoint des antiques au musée du Louvre. Nous reviendrons sur Euzet lors du 7e cours sur les musées et les publications. Sarzec raconte la suite. Dès la première vue de ces fragments, M. Euzet me déclara que c'était une découverte d'une grande valeur scientifique qui promettait de combler dans l'archéologie orientale une lacune grave, celle de la haute antiquité chaldéenne. Fait typique de la rivalité franco-britannique de ce temps, Rassam profita de l'absence de Sarzec pour s'installer à Tello du 24 février au 13 mars 1879. Entre-temps, Sarzec obtint à Constantinople un firman en bonne et due forme du sultan Abdulhamid et il revint à Bassora accompagné de sa récente épouse. Il mena une 3e campagne de fouilles à partir du 21 janvier 1880 et une 4e du 12 novembre 1880 au 15 mars 1881. En mai 1881, arriva au Louvre un énorme butin, pour reprendre la terminologie de Parrot, plusieurs statues, les fragments de la stèle des vautours, des vases et un grand nombre d'inscriptions. Léon Euzet avait déjà annoncé ses découvertes à l'Académie en juillet 1881 et il y fit en décembre une présentation des objets déposés au Louvre. Oppert déclara alors: depuis les découvertes de Ninive et de Babylone, la découverte de M. de Sarzec est la plus précieuse que l'on ait faite en Mésopotamie. Au total, de Sarzec mena 11 campagnes entre 1877 et 1900. Le paludisme l'empêcha de poursuivre son travail et il mourut à Poitiers en 1901. Ce fut un militaire, le capitaine Cros, qui reprit la direction des travaux dès 1903, mais nous en resterons là provisoirement. Les nouveaux textes découverts à Tello ne permirent pas tout de suite de trancher les débats car ils étaient affreusement difficiles à déchiffrer et interpréter. L'archaïsme de l'écriture posait des problèmes, mais aussi la transcription et la traduction des textes. Au départ, la publication des inscriptions découvertes à Tello par de Sarzec fut confiée à Arthur Amyot, on en reparlera là encore prochainement, mais Amyot mourut prématurément en 1889 et le fascicule du volume Découverte en Chaldée consacré au texte est donc dédié à sa mémoire. Le travail d'Amyot y a été complété par Thureau d'Angin pour tout ce qui concernait les inscriptions que nous appelons aujourd'hui présargoniques. On peut signaler que c'est Oppert qui recommanda le jeune Thureau d'Angin à Euzet, comme cela est indiqué par Thureau d'Angin lui-même en tête de son premier article, paru dans la revue d'assyriologie 3 en 1895, alors qu'il avait tout juste 23 ans. Je dois à la bienveillance de M. Euzet, sur la recommandation de M. Oppert, communication des photographies de quelques-unes des tablettes dernièrement découvertes à Tello. C'est donc Thureau d'Angin qui donna une première édition de la célèbre stèle des vautours et Euzet indiqua à ce sujet « Il faut aussi faire entrer en ligne de compte le progrès accompli dans le déchiffrement de l'inscription. Arthur Amyot avait reculé devant la difficulté de la tâche et l'état encore trop mutilé du texte. C'est à M. Thureau d'Angin que revient le mérite d'avoir le premier classé méthodiquement les fragments et d'en avoir tiré ce qu'ils contiennent de substance historique. »
Il est un fait, cependant, généralement oublié, que Cooper a rappelé, dans un premier temps, Thureau d'Angin pencha pour le système de Halévy. Dans un article récent, Nethanel Hanor cite une carte postale que Halévy adressa à Pinches en 1884. « Cher monsieur, je vous remercie de m'avoir envoyé votre intéressant travail sur la grammaire acadienne, encore une fois sumérienne. Bien que je nie le caractère linguistique de la soi-disant langue d'Akkad, comprenez l'existence d'une langue sumérienne, tout extrait de nouveaux textes a un grand prix pour moi. Pour plusieurs expressions suméro-cachites, mes remarques dans la revue critique numéro 25, page 483, s'accordent avec ce que vous dites à la page 3-4, mais j'en tire d'autres conclusions que vous. La sortie contre les anti-akkadistes, page 5, comme elle n'est seulement appuyée par une réfutation scientifique, est une simple injure, et injure n'est pas raison. Quant au petit nombre des dissidents, j'ai été longtemps seul, aujourd'hui nous sommes 3, un beau jour nous serons 4 ou 5, ce qui fera à peu près la moitié des assyriologues existants. » Alors, qui étaient ces 3 personnes? Nethanel Hanor ne se pose pas la question, mais la réponse se trouve dans le livre de Halévy paru en 1901, Le sumérisme et l'histoire babylonienne. À la page 2, Halévy y critique Radao qui, dit-il, accorde entière confiance à certains sumérologues allemands, surtout à messieurs Lehmann et Weisbach, sans se soucier des réponses que je leur ai opposées, ni des remarques faites dans un sens anti-sumérien par des assyriologues comme messieurs Jérémias, Yastro et Thureau d'Angin. Et page 7, Halévy cite Radao en traduction. Parmi ceux qui soutiennent qu'il y a seulement une nation, la nation sémitique, doivent être spécialement notés Halévy et Thureau d'Angin. Les savants qui tiennent que les Sumériens formaient la population originale de la Babylonie sont, entre autres, Sayce, Hilprecht, Hummel, Haupt, Jensen, Lehmann, Delitzsch, Schriftsystem, puisque Delitzsch a changé d'avis, et Weisbach. D'après ces autorités, les Sumériens ont inventé le système de l'écriture cunéiforme et possédaient leur propre langue agglutinative et leur propre grammaire. Plus tard, lorsque les barbares nommés sémites envahirent la contrée, ceux-ci adoptèrent le système d'écriture inventé par les Sumériens afin d'exprimer avec son aide leur propre langue. Donc on voit qu'en 1884, Halévy comptait 3 personnes, lui-même ainsi que Jérémias et Yastro, et en effet à l'époque, Thureau d'Angin n'avait que 14 ans. Il avait beau être précoce, on ne pouvait pas encore le prendre en compte. Mais en 1901, vous voyez que Radao ajoute le nom de Thureau d'Angin. Alors, on peut être étonné de voir mis dans le camp de Halévy Thureau d'Angin, qui est aujourd'hui considéré comme le père de la sumérologie. La réponse figure un peu plus loin, avec une référence à un article de Thureau d'Angin de 1897. Sous le titre « Tablette chaldéenne inédite », le jeune Thureau d'Angin, de 25 ans, y publiait des tablettes issues des fouilles de Sarzec-Atello, et il indiquait notamment les tablettes de l'époque de Sargon, donc Sargon d'Akkad, vers 2300, présentent à divers points de vue un haut intérêt. Il est tout d'abord fort curieux de constater qu'un assez grand nombre de ces documents sont écrits en partie phonétiquement. Un fait pareil, au cas où on admet l'existence d'inscriptions en langue non sémitique, nous place en présence de questions assez difficiles à trancher. Où s'arrête l'idéographisme et où commence le non-sémitisme? Et un peu plus loin, dans la présente étude, nous écarterons l'hypothèse d'une langue non sémitique. Donc, en 1897, Thureau d'Angin ne croyait pas à l'existence d'une langue sumérienne. Il est d'autant plus remarquable qu'Oppert ait accepté de publier cet article dans la revue d'assyriologie qu'il avait fondée 13 ans plus tôt. L'abondance des textes archaïques devait vite faire changer Thureau d'Angin d'avis, mais ce n'est pas avant 1905 qu'il le dit explicitement, nous allons y revenir. Tello ne resta pas le seul site du pays de Sumer à être fouillé. Les Américains, jusqu'alors absents de la scène archéologique, décidèrent de passer à l'action. John Peters, professeur d'hébreu à l'université de Pennsylvanie, créa un Babylonian Exploration Fund financé par de riches mécènes et une mission archéologique fut envoyée à Nouphar, l'antique Nippur. 4 campagnes de fouilles très fructueuses eurent lieu entre 1889 et 1900. Malheureusement, les techniques n'étaient guère plus rigoureuses que celles de Tello à la même époque. Il faudra attendre les fouilles menées par des architectes allemands, Koldewey à Babylone à partir de 1899 et André à Assur à partir de 1903, pour que les choses changent.
La mission de Nippur fut également marquée par de graves dissensions entre Peters et son épigraphiste Hilprecht. Je ne retiendrai ici que la découverte de très nombreuses tablettes en sumérien. Il faut porter au crédit de Hilprecht son désir de les voir publiées rapidement, ce qui fut fait à partir de 1893 dans la collection Babylonian Expedition. On y reviendra bientôt. Je me limiterai ici à une seule inscription, celle du roi d'Uruk, Lugal-Zaghezi, qui fut retrouvée, gravée sur une soixantaine de vases dont on n'a retrouvé que des fragments. Hilprecht réussit à reconstituer le texte dans son ensemble et il l'a publié en traduisant la moitié de l'inscription. En 1897, Thureau d'Angin réussit à l'éditer en entier. Il reprenait la question de l'identité de ce roi en ces termes. Une question qui a été touchée par M. Hilprecht est celle de la race à laquelle appartient Lugal-Zaghezi. Sémite ou sumérien? À cette question, M. Hilprecht répond sûrement sémite. Et à l'appui de cette affirmation, il cite le fait très significatif de l'emploi de l'idéogramme d'A-R pour Daru. Je serai pour ma part assez disposé à suivre ici M. Hilprecht, mais j'ajouterai que si Lugal-Zaghezi est sémite, il l'est exactement de la même façon qu'Enadu, donc Eannatum, et en général que tous les rois dits sumériens. Et donc voilà tous les rois sumériens archaïques qui sont considérés comme des sémites par Thureau d'Angin. Là encore, il faut faire attention à la date. 1897, c'est la même année que l'article sur les tablettes chaldéennes de Tello que nous avons examiné il y a un instant, et l'on voit la grande prudence de la formulation de Thureau d'Angin. Toujours en 1897, à l'occasion du 11e congrès des orientalistes qui se tenait à Paris, eut lieu une séance de la 4e section, lors de laquelle on demanda aux participants de voter à main levée pour ou contre l'existence d'une langue sumérienne. Eh bien, il y a simplement 2 personnes qui se sont rangées du côté de Halévy pour voter contre, Jérémias et Thureau d'Angin. Et malgré tout, vous remarquerez que Thureau d'Angin publiait aussi bien dans la revue d'assyriologie d'Oppert que dans la revue sémitique de Halévy. Malgré la vigueur des débats, on n'était pas alors sommé de choisir son camp. Grâce à l'afflux des textes, notamment ceux de Tello et Nippur, l'étude de la langue sumérienne continua à progresser. On peut ainsi mentionner les fameux cylindres de Gudea, qui demeurent une des pièces maîtresses de la littérature sumérienne du IIIe millénaire. C'est précisément lors d'une communication à l'Académie sur le cylindre A de Gudea qu'à la fin de sa vie, Oppert se livra à une sorte de bilan qui contient un mélange curieux de vérités toujours actuelles et de conclusions aujourd'hui abandonnées. Je le cite. La langue dont se servirent les inventeurs de l'écriture cunéiforme est apparentée à la branche des langues altaïques dont elle présente les caractères généraux tels que l'agglutination des flexions et l'emploi des postpositions au lieu des prépositions indo-européennes et sémitiques et surtout l'harmonie vocalique. Les flexions des suffixes rappellent à s'y méprendre les syllabes analogues en magyar, en turc et dans les idiomes finnois et altaïques. J'interromps ici la citation pour dire que la question de l'origine de la langue sumérienne est aujourd'hui encore obscure. En 1902, la thèse qu'Oppert défendait avait déjà perdu de son audience et beaucoup d'assyriologues préféraient considérer que le sumérien était une langue isolée. Le travail de Gostoni, publié en 1975, qui chercha à rapprocher le sumérien du hongrois n'a guère convaincu, mais récemment, un excellent assyriologue, Simo Parpola, a voulu démontrer la parenté du sumérien et du finnois, renouvelant la vieille thèse de l'appartenance du sumérien à la famille des langues ouraliennes, sans soulever, il faut l'avouer, un grand enthousiasme. Revenons à l'Académie en 1902, à l'écoute de Jules Oppert. Je le cite à nouveau. L'antique langage qui nous occupe, le sumérien, présente néanmoins d'autres caractères différents de ceux que l'on observe dans les idiomes altaïques, et c'est justement ces singulières divergences qui attestent la haute antiquité de la langue nommée partout aujourd'hui sumérienne. Dans la forme moderne sous laquelle nous la connaissons, elle présente pour les racines quelques analogies frappantes avec les radicaux communs à toutes les langues indo-européennes, tandis que, par l'absence de l'indice personnel dans la conjugaison, ainsi que par les préfixes qui modifient et les temps des verbes et leur signification, elle rappelle nettement les errements du chinois.
Cette dernière particularité du sumérien rend très difficile l'interprétation des textes unilingues dont l'intelligence exige encore moins de connaissances linguistiques que de sens commun. La langue des inventeurs de l'écriture cunéiforme, poursuivait Hopper, découverte en 1854, a été appelée de différentes manières, tantôt admissible, tantôt erronée. On s'est décidé pour le mot sumérien tiré des textes assyriens. Les rois de Nive et de Babylone s'intitulent comme rois de Chaldée, rois de Sumer et d'Akkad. Ce dernier nom, originairement réservé à la ville d'Agadé, ville du feu éternel, l'une des cités de l'agglomération cyparénienne désignée spécialement sous la forme Akkad, le nord de la Chaldée où est située Babylone. Il est exprimé dans les textes assyriens par un idéogramme spécial, tandis que les inscriptions substituent au nom de Sumer un idéogramme composé qui, seul, n'est jamais muni du déterminatif ville ou pays, mais qui est toujours rendu par les deux caractères signifiant langue de la vaticination, émé-kou. Dans les textes assyriens, on trouve citée l'expression Lishan Shumeri, langue sumérienne, par opposition à Lishan Akkadi, langue akkadienne, qui désigne spécialement l'idiome sémitique de la Babylonie. Un peu plus loin, Hopper revenait sur l'usage d'idéogrammes sumériens dans les textes akkadiens. Les Assyriens adoptèrent des termes sumériens pour exprimer des notions de toute nature et ils les prononcèrent à l'assyrienne comme les Japonais prennent les signes chinois en les prononçant en leur langue. L'analogie vaut toujours. Souvent, il est vrai, ils exprimaient ces idées phonétiquement en assyrien et c'est ainsi que nous avons pu, par comparaison avec l'assyrien, interpréter les termes sumériens. Pour faciliter à leurs écoliers la lecture de ces termes étrangers, ils rédigeaient d'autres livres contenant les équivalences des mots dans les deux langues. Il n'y a pas un mot à corriger à cette citation. On relève un peu plus haut le passage qui plaide pour le recours au bon sens dans la traduction des textes sumériens, et on trouve dans la suite la verve caractéristique d'Hopper. Et si Gudea écrit, c'est qu'il a voulu être lu. Et s'il a voulu être lu, il a voulu être compris. Et s'il a voulu être compris, il a écrit des choses sensées que ses lecteurs pouvaient comprendre. Ces vérités qui paraissent bien simples ne le sont pas pour tout le monde, car bien des gens laisseront dire à Gudea des choses déraisonnables. Or, d'après l'évangile de saint Matthieu, il faut faire à Gudea ce que vous voudriez que Gudea vous fît. Certains supérologues contemporains pourraient méditer cette leçon. Nous avons vu la semaine dernière que la publication en 1861 par Hopper de sa grammaire assyrienne pouvait être considérée et avait été considérée comme le début de la syriologie en tant que discipline pleine et entière. Pour l'étude du sumérien, on peut retenir également une date emblématique, à savoir 1905. Cette année est généralement connue comme ayant vu la publication par Einstein de la théorie de la relativité restreinte. Mais c'est aussi l'année où Thureau d'Angin publia son livre consacré aux inscriptions de Sumer et d'Akkad. La plupart des assyriologues connaissent et citent ce livre dans sa traduction en allemand qui est paru en 1907 à Leipzig et cité par le sigle SAK. On oublie souvent qu'il a été précédé en 1905 par sa version française parue chez Leroux, l'éditeur de la revue d'assyriologie. Thureau d'Angin n'y donna que des transcriptions et traductions avec des notes, parfois succinctes, parfois plus développées. Une partie des textes était encore inédits, comme les cônes d'Urukagina. La perfection de ce travail suscita l'admiration de tout le monde savant. Thureau d'Angin avait alors 49 ans. On pouvait désormais considérer le déchiffrement du sumérien comme assuré, même si de nombreux progrès restaient à accomplir, tant dans la connaissance du vocabulaire que de la grammaire. 39 ans, excusez-moi. Cela n'empêcha pas à Lévy de rester jusqu'au bout persuadé d'avoir raison. Il devint de plus en plus amer, écrivant en 1909 « Malgré le ton impersonnel et respectueux de mon article de 1874, ma théorie m'a valu des afflictions sans nombre. On organisa une persécution sans trêve contre moi. Je fus empêché de faire des communications à l'Institut. On m'a évincé de la Société des études juives et au moyen de dénigrement et de calomnie, on a tout fait pour me priver du poste que j'occupe à l'École des hautes études. Et pour y arriver plus facilement, on a commencé à déclarer ma théorie ridicule, sachant que le ridicule tue vite en France. »
Âgé de 84 ans, il publia en 1912 un précis d'allographie assyro-babylonienne dans lequel il maintenait inébranlablement son point de vue. Thureau d'Angin rendit compte de ce livre dans la revue d'assyriologie. En ces termes, c'est en 1874 que pour la première fois, M. Halévy contesta l'existence d'une langue sumérienne et mit en circulation l'hypothèse allographique. Depuis, il n'a cessé de mener le combat anti-sumérien avec une ardeur que les ans n'ont pas ralentie. Sous le titre « Précis d'allographie assyro-babylonienne », il vient de rassembler tous les arguments qu'au cours d'une controverse de près de 40 années, il a fait valoir en faveur de sa thèse avec une persévérance et une ténacité remarquables. Thureau d'Angin rappelait ensuite que le système de M. Halévy eut un temps l'appui de la haute autorité de Delitzsch, il oublie de dire la sienne d'ailleurs, et il montrait que les exemples qui avaient été alors retenus par Delitzsch ne pouvaient plus être considérés comme valables. Thureau d'Angin s'attachait ensuite au nom de nombre, indiquant que, selon Halévy, Min viendrait de l'acadien Minutu, nombre, le sumérien Esh de Eshu, maison, famille, parce que, il cite Halévy, 3 personnes, le père, la mère et l'enfant, composent la famille la plus rudimentaire. Le sumérien Lim, chiffre 4, de Limetu, limite d'une ville ou d'un champ qui sont presque toujours de forme carrée. Et Thureau d'Angin d'ajouter « je n'insiste pas ». Formule qui se voulait sans doute charitable, mais qui était sans appel. Thureau d'Angin continuait ainsi. Et là, il parle d'un autre savant, fort célèbre. Dans un article récent sur les origines de la civilisation en Orient, le père Lagrange s'exprime ainsi. Donc, c'est Thureau d'Angin qui cite Lagrange. Ces Sumériens, inventeurs de l'écriture et d'un art sumérien, ne sont qu'une quantité perturbatrice si l'on veut en faire une race à part, parlant une langue absolument différente des langues sémitiques. Au contraire, si l'on écarte les Sumériens, tout est suffisamment clair. Après ces citations du père Lagrange, Thureau d'Angin reprend « Cette proposition me paraît être l'exact contre-pied de la vérité. La civilisation assyro-babylonienne est d'origine non sémitique ou bien elle constitue une énigme indéchiffrable. » On est frappé par la vigueur de cette dernière affirmation. C'est la vigueur des convertis, diraient certains. Mais pour autant, il ne faut pas en conclure que Thureau d'Angin donnait rétrospectivement raison à Renan. La langue akkadienne est bien une langue sémitique. Il est ici question de la civilisation et du poids que l'héritage sumérien avait dans celle des Assyriens et des Babyloniens. Thureau d'Angin terminait sa recension avec une brève présentation du système sexagésimal et il concluait « Le système sexagésimal est l'un des traits les plus originaux de la civilisation assyro-babylonienne, or il n'est pas, il ne peut être une invention sémitique. » Halévy mourut dans sa 90e année en 1917 et sa théorie avec lui. Il vivait alors dans un logement insalubre de la rue Champollion. Je suis passé tout à l'heure en venant ici et j'ai mentalement salué sa mémoire. La polémique s'est ensuite déplacée sur la question de l'origine des Sumériens, mais ceci est une autre histoire. Je terminerai en citant cette réflexion de Netanel Hanor. Je soutiens ici, a-t-il écrit dans son article de 2017, je soutiens ici que la position de Halévy dans le débat a été motivée par sa perspective prosémite qui lui a permis de prendre une part active au discours racial courant dans les universités européennes du XIXe siècle. En d'autres termes, il est montré ici que Halévy a servi d'agent de propagation des idées raciales sans lesquelles le débat sur la langue sumérienne n'aurait pas été possible. Ce point de vue m'étonne un peu. On ne peut pas en vouloir à Halévy en personne de n'avoir pas remis en cause la notion même de race, lui qui, par ailleurs, souffrait de voir tant de ses co-religionnaires en proie à de très graves injustices ou de persécutions selon les pays. Mais il est vrai que ces préoccupations, légitimes par rapport à son époque, l'ont sans doute empêché de voir juste lorsqu'il les a projetées sur le passé. De ce point de vue, le recours par Thureau d'Angin, dans le texte que je viens de citer, au concept de civilisation me semble un incontestable progrès.